Il est 9h, 17h, et on va prendre un petit déjeuner avec Christian Gratelou. Alors, si à cette annonce, tu as réagi en faisant cool, tu n'es pas géographe. Si tu as réagi en faisant oh mon Dieu, Christian Gratelou, tu es géographe. C'est parti. Je prendrai le café, mais je veux qu'on voit le café d'abord. Donc, Alors on y va. Vous voulez que je me présente? Bon. Alors je suis géographe et je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Souvent d'ailleurs, on me demande pourquoi je ne suis pas historien. Et je dis que je suis géographe parce que ça me permet de faire l'histoire que je veux. La géographie, ça laisse beaucoup plus de liberté. Ça, c'est un aspect presque pratique et institutionnel. Mais aussi, il y a une des raisons de fond, c'est qu'on ne peut pas faire d'histoire, mais on ne peut pas réfléchir aux sociétés sans se demander où c'est, pourquoi c'est là à ce moment-là. Il y avait un cours de géographie pour toutes les premières années de Sciences Po, et donc je me suis retrouvé un matin devant, alors c'était pas la première fois que je les voyais, mais devant la promo, à l'époque ils étaient 500, et ils dormaient. Ils dormaient. Alors, le cours de géo, c'était quand même très secondaire par rapport aux politistes, aux juristes, aux relations internationales, vraiment, N'y connaissais rien. le vendredi matin à 8h. Alors, il était bon. Oui, bon. Voilà, donc... Vous avez pas eu un cours facile. Hein. Non, mais voilà, c'était... Et alors, ça m'a un peu énervé. J'ai hurlé thé, café ou chocolat, qu'est-ce que je peux faire pour vous réveiller? Et j'allais parler d'agriculture intertropicale. Alors, évidemment, j'ai eu mes neurones connectés quand même les deux trucs. Et je me suis dit, je vais vous raconter ça, je peux pas vous le servir, mais je vais vous raconter. Ah, ils ont émergé et ça a marché. Un acte aussi quotidien que le petit déjeuner, eh bien, c'est quelque chose qui met en jeu le monde entier. Et toujours aujourd'hui, pour des gens très riches au XVIIIe siècle, pour l'ensemble de la population au XIXe siècle, boire du café ou boire du thé ou boire du chocolat, c'est effectivement exotique, littéralement, puisque ça vient des tropiques. Et c'est à ce moment-là, au début du XIXe siècle, qu'en français, le nom change et qu'on rajoute l'adjectif petit. Donc il a fallu aller outre-mer, il a fallu faire les grandes découvertes, il a fallu organiser des plantations, il a fallu bâtir des compagnies des Indes pour pouvoir avoir sur notre table du thé, du café, du chocolat et tout d'abord du sucre, à l'origine du sucre de canne. Donc pour avoir ces produits lointains, il fallait maîtriser les routes, il fallait découvrir le monde. Ce qui évidemment tout de suite intéresse le géographe dans une perspective historique, puisque en gros, ce sont des produits qui poussent au sud, on peut employer l'expression traditionnelle pour désigner les régions intertropicales, et qui sont consommés encore massivement, majoritairement aujourd'hui, au nord. Et ces produits étaient encore très chers, mais ils vont devenir de moins en moins chers au cours du XVIIIe siècle. C'est des produits qui étaient apparus au XVIIe siècle en Europe en même temps. Alors que l'histoire du cacao en Amérique, l'histoire du thé en Chine sont, je dirais, presque immémoriales, disons qu'on a plus de 3000 ans. Le café, c'est beaucoup plus récent, ça avait à peu près à l'époque 500 ans. Mais enfin, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent en Europe en même temps, alors que cette association n'avait été faite nulle part ailleurs. C'est une association européenne, thé, café, chocolat. On se rend compte que ce sont des produits excitants, en particulier le café, le thé, dopant. Là, c'est devenu la boisson idéale du petit déjeuner. Ce qui fait que cette consommation des riches s'est diffusée au cours du XVIIIe. Ce qui veut dire que si la consommation a augmenté, la production a également augmenté. C'est donc au XVIIIe siècle qu'il y a une explosion du nombre des plantations. Et c'est de ce fait aussi au XVIIIe siècle que l'essentiel de la traite négrière transatlantique s'est produite. Ce qui veut dire que c'est en gros la naissance du Sud en tant que partie pauvre du monde. C'est cette mécanique-là qui se met en place. Et au XIXe siècle, le phénomène devient massif dans le cadre de la révolution industrielle. Alors, c'est à la fois une modification du rythme de vie, c'est-à-dire d'avoir des horaires qui soient assez communs au repas du matin, au repas de midi, au repas du soir, ce qui permet à une société d'être toujours synchrone avec elle-même, de toujours manger en même temps les uns par rapport aux autres, savoir que le magasin est fermé, que les bureaux ne sont pas encore ouverts, que les élèves ont une pause à ce moment-là et donc ils peuvent manger avec leurs parents. Enfin, c'est une chose qui naît au XIXe siècle, hein. C'est le petit déjeuner est lié à l'horloge, ce point de vue-là.
petit déjeuner, c'est tout à fait un symbole de la mondialisation construite par l'Europe. Parce que il a fallu effectivement aller outre-mer pour d'abord découvrir ces produits. C'est la Compagnie des Indes hollandaise qui va à Canton en 1706 et qui ramène pour la première fois du thé. Il avait fallu conquérir l'Amérique et s'emparer de l'Empire aztèque pour connaître le cacao. Il avait fallu évidemment, ce qui était plus ancien, avoir des relations avec le monde de la Méditerranée orientale, le monde ottoman et arabe, pour ramener le café, qui était une innovation récente, cette fois-ci. Il avait fallu faire circuler, ça a même été une des motivations du départ des Européens outre-mer, diffuser la canne à sucre, qui était d'origine indienne. Donc tout ça, c'est l'amorce, le début de ce qu'on peut appeler la mondialisation. Et qui n'a pas cessé ensuite de s'étendre, sachant d'ailleurs que de plus, le petit déjeuner est étroitement lié dans sa forme à la révolution industrielle. C'était nécessairement des firmes importantes qui descendaient des compagnies des Indes, qui ramenaient le thé, qui ramenaient le café, etc. Ce sont des produits qui demandent une transformation et des conservations complexes, en particulier le cacao et le café. Donc on a là, dès le 19e siècle, les bases de l'agroalimentaire, qui ensuite vont envahir le reste de l'alimentation. Ce qui fait que c'est important, je crois, de montrer que quelque chose qui est extrêmement quotidien, extrêmement banal, tellement banal d'ailleurs que personne ne s'est intéressé à l'histoire du petit déjeuner, les produits qu'on appelle encore parfois les produits coloniaux, on appelle plus franchement les produits tropicaux, sont typiquement des produits qui ne sont pas des produits protégés, qui sont des produits livrés à la concurrence et à la spéculation, et que encore aujourd'hui, quand on prend du café, du thé, du cacao, on est dans un monde qui est celui du capitalisme sauvage. Comme on l'a vu, pour produire un petit déjeuner à l'européenne, c'est-à-dire le petit déjeuner, le continental breakfast qu'on trouve dans tous les hôtels internationaux du monde, on sait, autant quand on va pour le repas de midi ou le repas du soir, on ne sait pas ce qu'on va manger, enfin, ça peut être des choses très curieuses, on peut faire des variations, autant le petit déjeuner, on sait ce qu'on va manger. Et dans tous les hôtels du monde, on sait qu'on va pouvoir prendre comme d'habitude, son thé ou son café, ou boire son chocolat, prendre des tartines, boire des céréales, du jus d'orange. Donc on est à ce moment-là dans quelque chose qui non seulement est mondial par sa production, mais a été mondial par sa diffusion. C'est une question intéressante parce que j'aurais effectivement tendance à dire qu'il n'y a pas de rapport. Mais on va sans doute pouvoir creuser un peu. Il n'y a pas de rapport parce que justement le petit déjeuner est très standardisé. Lorsque au XVIIe ou XXe siècle, et c'est très centré sur le XIXe, en Europe, c'est un phénomène qui se mondialise lui beaucoup aussi, on s'est mis à inventer les identités nationales de manière pure et dure. On a d'abord construit du récit, c'est vrai. Mais pas que cela. On a inventé du national partout. Par exemple, le costume national, qui se subdivise en costumes régionaux. C'est à ce moment-là, par exemple, en France, on invente le costume breton ou alsacien. On invente évidemment des costumes hongrois ou lituaniens. On invente des récits anciens. On invente des musiques. On invente aussi de la nourriture. On invente même des paysages d'ailleurs, avec des types d'arbres, des types de maisons qui deviennent typiquement nationales, avec encore leur déclinaison régionale. Donc on fabrique de l'identité. Donc dans la nourriture aussi. Donc on va codifier des plats nationaux, avoir des goûts nationaux, des produits nationaux. Mais pas tellement pour le petit déjeuner. Les seuls qui ont dû en faire un aspect un peu identitaire, ce sont les Britanniques avec leur breakfast. Je ne peux pas employer cette antiphrase qui serait la gastronomie anglaise, mais enfin, ce qui est très méchant parce qu'il y a d'excellents plats anglais. Et surtout, cette boisson typiquement chinoise qui était le thé, quand ils l'ont vraiment connu, c'est-à-dire au XVIIe siècle, ils l'ont sucré et lui ont même rajouté du lait. Le thé à l'anglaise. Ce qui pour les Chinois est parfaite horreur, c'est à peu près comme si on mettait du sucre et du lait dans un verre de vin, pour un Français, mais c'est le thé qui est devenu identitaire pour les Britanniques. Comme le chocolat, avec surtout le chocolaté con churros pour les Espagnols, évidemment l'attachement des Italiens au café. Vous avez là les trois portes d'entrée de ces produits en Europe qui ont donné des éléments identitaires. Donc là, on pourrait les raccrocher un petit peu à des récits nationaux. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit déjeuner post-colonial dans lequel on n'aurait plus de thé, de café ou de cacao? Comme ça fait pas mal de temps que je raconte des histoires de petit déjeuner, parce que c'est une bonne introduction à des questions beaucoup plus arides d'agriculture, de cours des produits, des matières premières de base alimentaires. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui m'ont dit « Ah, vous m'avez
nous avait un peu traumatisés. Et depuis, on ne prend plus du thé, de café ou de chocolat, on boit de la menthe, de la sauge. Le chocolat, c'est bon, vous ne privez pas de chocolat, d'autant plus que, vu les rapports économiques qui se sont construits dans le monde, vous privez un certain nombre de producteurs de leur gagne-pain. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle le commerce équitable qui s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qui rémunère correctement les producteurs. Normalement, quand on fait appel à un produit labellisé Max Havelaar ou un autre label, puisqu'il y en a plusieurs en concurrence, eh bien, on a à ce moment-là la garantie que normalement le producteur n'a pas été terriblement exploité, qu'il n'y a pas d'enfants qui ont travaillé de manière éhontée dans ces productions. Voilà, c'est le commerce équitable. Le problème, c'est que les militants, qui étaient des militants, qui sont toujours d'ailleurs des militants plutôt de gauche de ce commerce équitable, se heurtent maintenant à d'autres militants, tout aussi bien intentionnés, qu'on peut appeler les locavores. Hein. C'est une expression qui est née en 2005 pour dire il ne faut pas manger. Alors le rayon géographique varie entre 150 et 250 km, de manger que des produits qui n'ont pas une empreinte carbone particulièrement forte, qui n'ont pas à voyager sur des bateaux, sur des avions, sur de très longues distances. Bon, est-ce qu'on peut avoir un petit déjeuner démondialisé ou un petit déjeuner qui accepte une mondialisation équitable? C'est un choix de société, moi je ne vais pas prendre parti, là. Mais comme j'aime bien le café et le chocolat, je pense que je suis peut-être pour le petit déjeuner moins locavore que pour d'autres repas. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi certains produits eux-mêmes excitants ne se sont pas diffusés. Par exemple, il y a une plante qui contient beaucoup de caféine, qui donne une boisson tout à fait équivalente, c'est le maté, et qui reste très très local. Vraiment, c'est les Argentins, les Uruguayens, les Paraguayens, le sud du Brésil qui prennent du maté. Dans le matin, bien sûr, hein. Mais ça n'a pas gagné les Européens. Si vous demandez un maté ici, par exemple, vous allez avoir du mal. Mais enfin, je ne dis pas qu'une firme, après tout, Nestlé, qui est depuis 1879, la firme a été créée, qui a inventé énormément de produits mondialisés, what else, peut un jour s'emparer du maté et réussir à faire boire du maté aux Japonais ou aux Russes, ce qui serait quand même un exploit. Enfin, pourquoi pas. Vous avez des volontés de désoxydisation, partielle ou totale, qui devraient, je crois qu'il y en a quelques prémices, mais on devrait aboutir à des désoxydarisations en Occident même. C'est-à-dire l'arrivée, par exemple, de produits ou d'éléments alimentaires qui ne sont pas d'origine occidentale. Ce qui serait encore de la mondialisation, mais une mondialisation polycentrique, qui serait plus centrée sur l'Europe qui diffuse, mais où on se mettrait à manger chinois, par exemple, au petit déjeuner. Bon, vous n'allez pas payer mon café quand même. Moi aussi, bien sûr. Bon, vous êtes étudiant. Donc vous n'avez pas beaucoup de sous. Je suis retraité, donc je suis riche.